Vous écoutez Apparition, un podcast du Média Club présenté par Alexandre Michelin. C'est-à-dire que moi je dis toujours qu'avant d'être un producteur noir, je vais être un producteur. Ce sentiment que moi je connais aussi, c'est d'être le seul noir dans la salle, ou la seule personne issue de la diversité dans une salle ou sur une photo. C'est une chance d'être différent en profondément. Bonjour, c'est le premier épisode de Apparition, le podcast. Un podcast dans lequel, avec le Média Club, on a décidé de faire parler les acteurs de la diversité, tous ceux qui font bouger les lignes en France, tous ceux qui ont des postes de responsabilité, tous ceux qui essayent de transformer l'image de notre pays en une image plus juste qui correspond à la réalité de nos vies. Notre premier invité, c'est Sidney Galonde. Il est producteur indépendant. Sidney, qu'est-ce que c'est qu'être producteur indépendant en 2020 ? Producteur indépendant, c'est-à-dire être responsable de tout, aussi bien du salaire qui tombera dans les poches de tes employés en fin du mois, que du nombre de projets qui sera développé dans ta boîte de production, que d'être responsable finalement de la ligne artistique de ta boîte sans aucune contrainte interne. Donc c'est de la production de fiction ? C'est de la production de fiction. Combien de productions ? Aujourd'hui, moi j'en ai fait une trentaine de fictions, et là de cette boîte de Make It Happen Studio, une dizaine d'épisodes de séries, et c'est des séries internationales que je produis en particulier. Qui sont diffusées sur plusieurs chaînes, et en particulier TF1, France Télévisions, et également sur les plateformes qui aujourd'hui sont présentes OTT en France. Qu'est-ce que c'est que faire une coproduction aujourd'hui ? Une coproduction, c'est d'utiliser les compétences de différents territoires, tout en mettant en avant un sujet et une localité. Moi, étant producteur français, je mets en avant notre exotisme, et ensuite je coproduis avec... C'est comme si je vous disais, j'avais plusieurs ingrédients. Je vais prendre le savoir-faire des Américains en termes de production physique. Je vais prendre notre savoir-faire en termes de narration. Et je vais aller prendre le talent des Scandinaves dans le souffle de leurs histoires. Et je vais mixer tout ça. Et normalement, ça va donner une belle coproduction internationale que je plutôt des polars, plutôt des œuvres très populaires. C'est populaire, exactement. Priorité, la popularité. Moi, je suis, comme je le disais, un enfant de la télé. Donc, j'adore les sujets qui parlent au plus grand nombre. Donc j'ai à la fois du polar, mais surtout la vraie vie. C'est-à-dire ce qu'on va dire grounded, c'est connecté à ce qu'on vit au quotidien et qui fait aussi écho à ce qu'on vit là actuellement avec cette pandémie mondiale. Donc c'est avec Harlan Coben. Avec des IP, voilà. IP, ça veut dire quoi ? C'est propriété intellectuelle, ouais. Ça veut dire des marques fortes. Là, les deux projets que je viens de citer, c'est un IP anglo-saxon, c'est adapté d'un livre d'Alex Caro qui s'appelle Last Light. Alex Caro est un romancier anglo-saxon prolifique et qui parle de notre société sur ce qu'on appelle la théorie des dominos, ça veut dire la théorie de l'effondrement, à quel point notre pays est pétrolo-dépendant et que si ce domino tombe, certaines choses pourraient... Donc il n'y a pas que des polars, il y a aussi des questions de société. C'est exactement ça. Et il y a aussi Guillaume Musso. Voilà, et ça c'est 100% polar. C'est de montrer aussi qu'un Guillaume Musso, qu'il n'y a pas de honte et il ne faut pas se boucher le nez à être populaire. Guillaume Musso est un auteur commercial, à succès et à talent. Et moi, je montre que si nous, en France, il y a un petit côté, on se cache sur la plage pour lire un Guillaume Musso, à l'international, je vous assure qu'ils se mettent pas sur la plage. Ils sont même prêts à en faire des grosses coproductions internationales. Et ça, c'est un de mes plus gros projets qui est en train d'arriver, et voire une de mes plus grosses fiertés. Parce que là, j'ai pas à transformer un produit américain en un produit français. Pour commencer, je vais lire l'introduction de la préface du livre Apparition, une introduction qui a été écrite par Mercedes Serra. Nous avons perdu notre capacité à intégrer l'autre dans notre récit national. C'est flagrant à l'image de nos écrans de télévision et de cinéma. C'est évident à la tête des entreprises. Nous avons perdu aussi de nos prédispositions collectives à l'indignation. À mesure que les médias deviennent une nouvelle dimension de notre quotidien, la diversité disparaît et se fond dans la caricature. Où sont les femmes de plus de 50 ans ? Où sont les jeunes d'origine maghrébine, à part dans des rôles de dealers ? Nous sommes des individus augmentés, mais notre monde a rétréci et s'est pétrifié autour du mythe gaulois. Qu'est-ce que ça te provoque comme réaction, toi, en tant que producteur, quand tu entends cette phrase de Mercedes Serra ? Ça me provoque que j'ai peut-être failli à ma tâche, parce que moi je fais partie de ces artisans qui doivent justement représenter cette société dans sa diversité. Donc, et tu es en même temps, toi, la démonstration que c'est possible. C'est exactement ça, mais si je reprends un peu les éléments qu'elle a cités, je suis à la tête de mon entreprise. Et donc à la tête de mon entreprise, j'en distribue aussi la couleur. Et moi, je suis une minorité qu'on ne voit pas dans l'entreprise. Et aujourd'hui, à travers les écrans de télé, je me dois justement de refléter ça. Et pour l'instant, je pense que je n'ai pas été à la hauteur. Justement, je trouve que tu es
un producteur très différent des autres, à la fois parce que tu es extrêmement jeune. Ça me fait penser à cette phrase de Nina Simone, Young, Gifted and Black, c'est-à-dire que tu es jeune, tu as un parcours assez fulgurant, et puis on se demande comment on fait pour arriver dans ce monde extrêmement compétitif à réussir à avoir sa boîte de production. C'est une boîte qui existe depuis 4 ans. 4 ans, exactement. Tu es indépendant depuis 4 ans. Quelle est la première histoire qui te vient en tête, qui explique ce succès? Le succès d'avoir cette boîte ou le succès d'être celui que je suis? Le succès d'avoir cette boîte, c'est le choix. Tout simplement. C'est que dans la vie, on a des choix, on sait pas si ça va être les bons, mais en tout cas, moi, j'ai suivi ma conviction qui m'a emmené à avoir cette boîte aujourd'hui. Donc, c'est vraiment le choix de s'émanciper, pour être plus précis. Parce que j'ai eu un parcours où moi, j'ai toujours eu des pères, voire des parrains. Et cette boîte, c'est un peu l'émancipation. Et quelle est la qualité qu'il faut pour réussir quelque chose comme ça? Croire. C'est vraiment croire en ses rêves. Moi, c'est pour ça que ma boîte s'appelle Make It Happen. Parce qu'à un moment donné, moi, c'est simple, j'ai fait en sorte que ça arrive. Et là, en l'occurrence, j'y ai cru. Je continue à y croire. Et j'espère que ça va le faire. Il y a un côté chez toi qui est frappant quand on regarde ton parcours, c'est la discipline. Tu as été à la Légion, tu as fait des sports de combat. Et à côté de ça, tu es autodidacte. Est-ce que c'est pas ça ta vraie école? Ce que moi, je dirais toujours, c'est l'école de la vie. Je parle de la vie et je suis allé à la meilleure école. J'ai un bac plus 7. Mais de la vie. Et la discipline, finalement, c'est quelque chose de caché. Mais tu te prépares, quand tu vois pour la première fois Harlan Coben, tu parles pas anglais, tu apprends par cœur ton texte. Et là, on est en train de dévoiler mes secrets. C'était dans un article. Moi, en l'occurrence, je suis quelqu'un qui a un peu le syndrome de l'usurpateur. Donc, toujours, avant un rendez-vous, avant un pitch, j'apprends par cœur. Je suis un workaholic. Je suis une force de la nature de travail. Et comme tout le monde devrait l'être, on m'a toujours dit, et en l'occurrence ma mère, que j'aurais à travailler 2 fois plus que les autres, parce qu'on ne m'attendra pas. Voilà. Le côté militaire aussi? Le côté militaire, ça c'est plus que moi j'ai toujours voulu. J'ai jamais eu de père, donc en fait je me suis reconstruit l'autorité. Et finalement dans un cadre comme l'armée, c'était une façon pour moi de m'éviter de partir sur le mauvais chemin. Sauf que ça a duré très très peu de temps, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait la mort au bout du fusil, et en fait j'avais jamais pensé à ça. Et tu t'es engagé dans la Légion à 17 ans et demi. À 17 ans et demi. Et tu es sorti à quel âge? Je suis sorti, j'avais 18 ans, 1 an et demi plus tard. 19 ans, et 1 an plus tard, je venais à Paris. Et le rugby? Et le rugby depuis toujours. Toujours. Voilà, j'ai passé ma vie à Toulouse. Donc à Toulouse, c'est comme Obélix, on est tombé dedans dès qu'on est né. Et voilà, donc j'ai passé ma vie entre le sport-études rugby à Jolimont, je suis génération Michalak Poitromo, ensuite je suis passé par Paris, et là ça fait 17 ans que je joue à Paris FI Mazarin. Et l'absence du père, ça a l'air d'être quelque chose qui revient dans ton... Ouais, c'est-à-dire que j'ai de 0, on va dire, à 25 ans, j'ai jamais pensé que ça avait pu me manquer. Mais quand je refais mon parcours, je peux citer mes pères, c'est simple, ça a été l'église, l'armée, le travail, et aujourd'hui, Harlan Coben sur la fin, et Jean-Pierre Ducéo juste un peu avant. Donc ça veut dire que vraiment, en fait, sans m'en rendre compte, l'homme est bien fait, il se reconstruit un équilibre. Et donc je pense que mon parcours reflète peut-être ce manque-là, qui psychologiquement, moi, ne m'a pas manqué. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une extrême maîtrise de la violence, finalement? Le rugby, l'affrontement, tu maîtrises la violence et toi, t'as l'air cool. En fait, c'est surtout qu'intérieurement, je boue, et moi, j'ai besoin d'extérioriser. Et donc, et d'ailleurs, tous mes interlocuteurs professionnels vous le diront, j'ai une petite colère froide, et donc je sais que ma façon de la contenir, ou de l'évacuer, c'est un peu tous ces sports. Beaucoup, quand on lit les interviews ou les portraits de toi, il y a un mot qui revient, c'est le charme, c'est le charisme, c'est ce que dit Harlan Coben de toi. Est-ce que c'est une espèce de masculinité non toxique finalement? On va dire, j'ai été élevé par une mère et des sœurs. Donc tu es le seul garçon? J'ai mon grand frère, mais pareil, il était militaire, donc absent de la maison. Et donc je pense que c'est plutôt ma féminité. Ah. Et donc j'ai toujours cherché, je suis le plus petit d'une famille, mais je suis le premier de cordée. J'ai toujours dû à la fois réussir à charmer les huissiers pour éviter qu'ils embêtent ma maman, et à la fois réussir à charmer mes professeurs pour qu'ils ne me mettent pas au pilori parce que je ne suis pas venu à l'école. Donc ça veut dire que finalement, j'ai une petite formation commerciale et de séducteur, mais de séducteur pour la vie, en fait, pour m'en sortir. Et j'ai trouvé que le métier de producteur, c'était un petit peu ça. C'est un métier où finalement on doit se vendre, mais pour me permettre aux autres de se réaliser. Et moi, c'était pour permettre à ma famille de se réaliser, et là, dans ce métier, ça tombe bien, c'est pour les projets. Parce que dans le livre Apparition, on a interrogé Amirou Shahidi, et qui a beaucoup travaillé sur les questions de diversité avec le club Averroès. Il dit que tous ceux qui ont réussi à
passer à travers les mailles de ce filet impitoyable qui est le monde de l'audiovisuel, dit que ce sont des miraculés. Est-ce que tu es un miraculé? C'est marrant que vous dites ça, c'est que moi, peu de gens le savent, mais j'ai passé 1 an de ma vie hospitalisé parce qu'en fait, on m'a coupé les veines quand j'étais petit. Ah. Et donc, je suis un miraculé. Ma mère m'appelle miraculé, donc moi, j'étais un enfant placé en famille d'accueil, j'ai eu quelques soucis familiaux. Et donc, très jeune, moi, voilà, j'ai failli mourir. Et donc, ma mère m'appelle le miraculé. Et donc, une enfance à la Dickens, qui est mentionnée dans plusieurs entretiens, c'est ça. C'est une enfance avec des aventures violentes. Pour moi, c'est particulier ce que je vais dire, mais je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. C'est en grandissant. Tu fais marche arrière et tu te dis, ah oui, ça aurait pu être perçu comme compliqué. Mais pour moi, ça a été une aventure incroyable. Mais vraiment. Et aujourd'hui, c'est une aventure qui me permet d'avoir une connaissance de sujets tellement divers et variés, et surtout de ne pas avoir peur de la vie. Mais je l'ai pas du tout vécu comme quelque chose de compliqué. Pour la faire très simple, pour qu'on cite une enfance à la Dickens, c'est que ma mère est réfugiée politique haïtienne, mon père, voilà, c'est la personne avec qui j'ai eu quelques soucis. Il n'a pas été présent dans notre vie, placé en foyer à Toulouse avec ma maman, et on n'avait rien. Mais pourtant, aujourd'hui, on a tout, voilà, et c'est juste un parcours. Moi, je pensais que tout le monde avait le même parcours, et j'ai découvert que tout le monde n'avait pas le même parcours, en fait, au final. Repéré pour faire Mister France, tu te retrouves devant un plateau à la plaine Saint-Denis, et tu décides de travailler dans la télé. C'est simple. Comme tout provincial, moi, ce hublot, c'était une fenêtre sur le monde. Et de me dire que j'en faisais partie. Sauf que j'ai découvert que j'en faisais partie, mais du mauvais côté. Et dans le studio d'à côté, il y avait Emmanuel Chin, et je me suis dit, j'ai 3 jours, je tente ma chance. Et toute ma vie a été faite de choix. C'est l'histoire la plus importante, cette rencontre avec Chin? Ah là, mais bien sûr, vraiment. C'est la première, j'allais dire c'est la deuxième. Dans ma vie, il y en a 3, et celle-ci est la première. Et pour aller encore plus loin, c'est vraiment Dominique Delport, qui était le producteur exécutif d'Emmanuel Chin, qui a fait confiance. Et je peux vous dire, j'ai ramé pendant 3 jours, je l'ai embêté. Et il a senti en moi de la niaque, et il m'a donné ma chance. Et c'était tout. Et à un moment donné, il y a un Christiane Taubira qui passe régulièrement, qui dit tu peux pas rester là, toi. C'est exactement ça. C'est quoi? C'est le choc? C'est la figure de la mère? C'est quelqu'un qui dit... Exactement, elle ressemble beaucoup à ma maman. Et je suis persuadé en plus qu'elle s'en souvient pas. C'était à iTélévision, je m'occupais des invités politiques. Donc je les accueillais. Et pour la deuxième invitation, elle me voit quand même. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Elle me dit, si la prochaine fois t'es encore là, je demande à ce qu'on te renvoie. Elle me dit, tu veux pas accepter de rester là toute ta vie. Et ça a été comme une révélation pour moi. C'est à quel âge? Sachant que c'était en 2005, donc j'avais 22 ans. Voilà, j'avais 22 ans. Et ça a été comme une révélation pour moi, parce que moi, vraiment, venant de mon petit Toulouse, et après mes expériences, j'étais ravi, moi, d'être hôte d'accueil. Mais elle m'a fait prendre conscience que je pouvais aller plus loin, et que, voilà, qu'il ne tente rien à rien. Comme beaucoup de saltimbanques dans les médias, tu as commencé à l'accueil, tu as vu passer tout le monde, et tu as su créer une relation avec toutes ces personnes. Exactement. J'ai envie de dire merci Rodolphe Velmer, parce que le fait d'avoir 10 sous, merci pour l'info. Et en fait, à l'intérieur de merci pour l'info, c'est comme si j'avais le PSG. Il y avait que des vedettes. Et ensuite, ils se retrouvaient partout dans tous les médias. Donc ça fait que mon réseau, il a été colossal. Et comment tu rencontres Jean-Pierre Ducéo? Jean-Pierre Ducéo, c'est une aventure formidable. Alors là, vraiment aussi, c'est une bascule dans ma vie. J'avais commencé par tout faire dans la production, mais de la production pure et dure, du programme court parrainé, de la pub, des fictions érotiques, des clips. J'avais vraiment tout fait. Et je me retrouve à me rendre compte que finalement, être directeur de production, ça ne s'invente pas. C'est que je peux faire pas mal de choses artistiquement, les apprendre très vite. Directeur de production, tu peux faire de grosses bêtises. Dans le bureau d'en face, il y avait Jean-Pierre Ducéo, et pour moi, la fiction, c'était le Saint Graal. Un jour, je suis allé voir Jean-Pierre Ducéo, et il y avait un projet posé sur son bureau, il y avait marqué « Si la France l'était comptée ». Et je dis à Jean-Pierre, vous savez, c'est le même type qu'un projet que j'ai écrit. Parce qu'à l'époque, j'avais fait Endemol Creative Master. J'avais remporté Endemol Creative Master, et on devait créer des concepts. Et c'était le même titre. Sauf que moi, j'ai oublié que Jean-Pierre fait de la fiction. Et en fait, il voulait faire Si Versailles m'était compté, version Si la France m'était comptée. Et je lui ai dit, j'adore l'histoire. Il m'a dit, t'adores l'histoire? J'ai dit, bien sûr. Vous connaissez mon parcours, je m'y connais pas du tout en histoire. Et donc, j'ai appris par cœur ce que j'avais à dire sur l'histoire. Il m'a dit, si tu veux, on propose un projet à TF1. Si tu veux, tu l'écris. Ni une ni deux, j'ai dit oui, j'avais jamais écrit. Et Takis Candilis l'a signé. Tetramedia l'a fait en coproduction, et Jean-Pierre m'a gardé pendant 10 ans. 10 ans de collaboration avec Jean-Pierre. 10 ans, exactement. À voir tout le monde professionnel de l'intérieur. Exactement. Avec là aussi un père... Un père, un professeur et un mentor. Voilà. C'est quoi la différence? Alors le père, ça veut dire que c'est dans la vie personnelle. On avait un rapport très 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 intime. C'est-à-dire à la fois moi, je suis rentré dans sa vie personnelle comme lui, il est rentré dans la mienne. Ensuite un mentor, c'est parce que en gros Jean-Pierre, il a un parcours très atypique, personne ne le connaît.
Mais il a un parcours où ça commence à l'armée, ça passe par l'opéra, et ensuite ça finit à la télévision dans une période où justement on cherche des saltimbanques comme Jean-Pierre Desséaux. Et je trouvais que ce parcours-là, moi, il me faisait un peu rêver, donc c'est pour ça mentor. Et ensuite, quand je dis un père, un mentor, et à la fois, il a été pour moi un professeur, parce que j'ai eu la chance de pouvoir accéder à obtenir mes lettres de noblesse. C'est-à-dire qu'il m'a permis de faire les cours du soir à la Sorbonne. Et moi, de pouvoir transmettre, m'a fait prendre conscience que j'avais des connaissances. Ouais. Et donc, c'est lui qui m'a permis d'ouvrir les yeux, justement, sur le savoir que j'avais déjà acquis et que je ne pensais pas avoir acquis. Et Harlan Coben, c'est la réussite à l'américaine, c'est je mets tout ce que j'ai dans le ventre et puis je me lance. Ça s'appelle all-in. C'est vraiment le coup de poker. Mais le coup de poker, très honnêtement, hein, beaucoup de gens sont surpris de cette démarche, mais j'étais sûr que ça allait fonctionner. Je suis incapable de dire pourquoi, mais j'en étais persuadé. Pour moi, il n'était pas si risqué que ça, ce coup de poker, parce que j'avais mis mes tripes dans ce bouquin. Je venais d'avoir Il fallait acheter les droits. Fallait tout faire. J'avais juste réussi à contacter son agent, son représentant français. J'avais une scénariste qui s'appelle Delinda Jacob qui m'avait écrit un traitement. Fort de ce traitement, il avait juste dit « Ah oui, c'est pas mal ». Et voilà, il y avait tout à faire ensuite. Et moi, j'avais dit à TF1 « Je vous présente Harlan Coben à New York ». Et là, il y avait tout à faire. Arrivé à New York, eh bien, il fallait apprendre l'anglais, il fallait séduire, j'allais dire Jean-Pierre, il fallait séduire Harlan, c'est un beau lapsus. Et ensuite, il fallait le convaincre, mais de me laisser 1 an pour le monter, mais de revenir en France avec moi pour prouver à tout le monde que j'avais vraiment le lien avec Harlan Coben. Et là, je suis tombé sur un businessman, un vrai businessman, mais un homme en or. Et ma société, je le rappelle, s'appelle Make It Happen, parce que le jour où il m'a donné le livre, il m'a dit « You know what, Sidney? Go back to France and make it happen ». Il m'a dit, par contre, fais-moi une promesse. Je veux que dans 1 an, tu parles anglais. Et si tu parles anglais dans 1 an, tu as accès à tous mes droits. Et il m'a donné gratuitement l'ensemble de ses droits français. Et ça m'a permis, moi, de me bâtir autour de tout ça. Et 1 an de cours d'anglais? Plus qu'1 an. Mais en tout cas, avant, 6 mois de cours d'anglais, pour pouvoir faire cette rencontre. Et ensuite, 2 heures par jour à l'oral. C'est-à-dire, je faisais un cours par téléphone. En plus, avec la méthode Tomatis, je me suis rééduqué l'oreille pour l'inverse, pour comprendre les autres. Donc ça fait que j'avais 4 heures de cours par jour. J'ai fait pendant 6 mois. Pendant 6 mois, exactement. C'est là la discipline, en fait. Ouais, mais quand on a besoin de quelque chose et quand on veut quelque chose, il faut s'en donner les moyens. Au début, on peut, moi, si j'ai une chose à expliquer, c'est la différence entre le bluff et le mensonge. Le bluff, c'est-à-dire que tu mets sur la table quelque chose que tu n'as pas encore, mais que tu as intérêt à acquérir. Le mensonge, c'est dire n'importe quoi. Moi, je bluffe. J'ai bluffé, j'ai dit que je savais parler anglais, mais je savais que j'allais y arriver. Et donc, en gros, tu peux pas te permettre d'aller voir et de demander à quelqu'un de te faire confiance si derrière tu honores pas cette confiance et en travaillant 2 fois plus. Et c'est ce que j'ai tenté de faire pour Harlan. Qui réussit, puisque la société maintenant elle existe depuis 4 ans. Il n'y a pas que des productions pour TF1, tu produis pour qui? Je produis aussi bien pour Netflix, pour France Télévisions, pour Nent en Scandinavie, pour Rai et ZDF en Europe. Voilà, aujourd'hui, moi, vous savez, j'ai toujours besoin d'avoir des objectifs lointains pour me sentir vivant. Et là, en l'occurrence, je considère que j'ai réussi à faire ma fiction française, et je l'aime, et j'ai envie de continuer à la faire. Mais sauf que je pense que le secteur a shifté, et qu'aujourd'hui, en fait, notre exotisme, il s'exporte. Donc je me suis dit, il faut absolument, dans une période où on va m'autoriser à faire des erreurs, que j'apprenne à parler couramment cette langue. Et donc là, j'en suis à 4 ans, et on est pile au moment où justement nos productions s'exportent. Et donc j'ai tissé une toile et un réseau, un peu comme avec Merci pour l'info, qui aujourd'hui, je pense, me sert, parce qu'avec la loi SMA, avec les plateformes qui arrivent, finalement, mon nom a déjà circulé, donc ça permet aux gens de venir frapper directement à ma porte. Et toujours avec Harlan Coben, en ayant... Il y a Harlan Coben, il y a Guillaume Musso, il y a Douglas Kennedy, il y a Alex Caro qui est un auteur anglais, il y a Paula Dali qui est une auteure anglaise. Le hasard fait qu'en fait, j'ai gentiment ouvert une boîte de Pandore de la littérature grâce à Harlan Coben. Vous savez, c'est presque une tête de gondole. Quand tout le monde se dit Harlan Coben a fait confiance à Sidney, je pense qu'on peut aller lui faire confiance. La seule chose, et là je considère que c'est négatif, j'ai quand même fait l'erreur de penser qu'en tant qu'indépendant, on pouvait monter des coproductions internationales à la vitesse des fictions françaises. Or, ce n'est pas le cas. Par contre, c'est très enrichissant, c'est très long, ça peut être lucratif, mais avant tout, pour moi aujourd'hui, c'est, je vais pas dire expérimental, mais c'est comme si je commençais à tracer une voie pour une activité à venir. Donc, si on passe à la deuxième partie de la discussion, qui est vraiment autour de ton métier, qu'est-ce que c'est qu'un producteur aujourd'hui? C'est un entrepreneur, en fait. Pour moi, un producteur, c'est un peu une passerelle. C'est-à-dire que c'est à la fois celui qui permet de rendre visible des désirs, de rendre réalisable des envies, mais c'est à la fois aussi celui qui est à la jonction de tout. Quand je dis à la jonction de tout, c'est à la fois l'entrepreneur,
le financier, le créatif et le vendeur. Donc il est tout et rien à la fois. Il est rien parce que c'est comme si j'étais Zidane, sans l'équipe je ne peux pas marquer, et à l'inverse tout, sans Zidane, c'est pas l'équipe de France 98. Mais c'est un exécutant, en fait, cette définition du producteur. C'est Tout un à peu fait. différent de celle qu'on voit à l'intérieur, par exemple, du cinéma, où on a des producteurs mythiques. C'est ça. Là, le mythe, c'est Harlan Coben, c'est à la limite le diffuseur qui a bien accepté. C'est exactement Voilà. ça. C'est exactement Et ça. donc, c'est accepté de se mettre au service de ses auteurs. Tout à fait. Il est très clair, Harlan Coben, c'est lui le boss. Oui. Et ça c'est agréable ou c'est très difficile à C'est vivre? même jouissif, parce que finalement, il est le boss d'un secteur qu'il ne maîtrise pas. Donc s'il a confiance en toi, eh bien, il est le boss visible, mais toi, tu es le boss exécutif. Mais ça, c'est vrai parce que en Europe, il peut se permettre ça. Aux États-Unis, il est comme tout le monde. Non, parce qu'aux États-Unis, il n'a rien fait. C'est-à-dire que si vous faites attention, Harlan Coben n'a fait que des choses en Europe. Donc aux États-Unis, en fait, il y a tellement d'Harlan Coben que finalement, Harlan Coben, il n'a pas non plus le pouvoir d'être Harlan Coben. Donc il est Harlan Coben grâce à nous. C'est ça, exactement. Et finalement, Harlan Coben, c'est un ayant droit qui a tous les droits, en fait. C'est un ayant droit, comme je le disais tout à l'heure, qui est un businessman. C'est-à-dire que c'est un ayant droit qui dit cette main, ce stylo, c'est ce qui me fait gagner ma vie. Et donc, quand on parle de droit, eh bien, c'est simple. Le droit, c'est un droit moral, c'est un droit artistique. Donc, en fait, effectivement, c'est quelqu'un qui a tous les droits parce que c'est le seul produit qu'il a à vendre. Il y a un article du Sunday Times qui a posté c'est Guillaume Musso qui l'a posté sur ton fil Twitter et qui dit c'est formidable l'adaptation qui a été faite en France par Make It Happen, donc par toi, par Sidney Galland, elle est meilleure que les adaptations anglaises parce que justement elle est ancrée. Finalement, est-ce que c'est pas le sens de ton talent? C'est-à-dire que tu as réussi à traduire en français Harlan Coben, mais plus que ça, même à incarner quelque chose. Finalement, tu es plus qu'un exécutant à la fin. Déjà, cet article, c'est un peu ma petite fierté. Je me suis dit, dommage qu'il n'y a pas plus de monde qui comprend l'anglais. Mais tout ça pour dire que, oui, moi, c'est la seule chose que j'ai à vendre. Comme je disais tout à l'heure, c'est mon parcours de vie. Et finalement, moi, je dis toujours, qui mieux qu'un téléspectateur, c'est ce qu'il a envie de voir. Moi, je suis une midinette. Moi, j'ai envie de te prendre par les tripes. Et ce livre-là, en particulier, je venais d'avoir mon enfant. Ah, mais moi, je sais que on ramasse l'audience et on la fidélise par l'émotion, pas par l'action. C'est pas mon talent, je pense que c'est notre talent. Nous, les Français, je pense qu'on est très character driven. Donc, on est très autour de est-ce que ça nous ressemble? Est-ce que ça nous parle? Qu'est-ce que ça fait comme effet miroir? Et ça, c'est quelque chose que les Américains, ils ont un peu de mal. Mais en réalité, ils adorent. Quand je vais en citer juste une série, si on prend Tchernobyl, pourquoi ils ont aimé Tchernobyl? C'est le sacrifice. Et la réalité, c'est que pour eux, c'était un choc. Il n'y a pas d'effet. Pour le monde entier, quand même. Pour le monde entier, effectivement. Mais en particulier pour eux, c'est-à-dire sur... Mais même quand ils parlent des Français, ils parlent de la Révolution, ils parlent de... Nous, les Français, il y a un truc, c'est les personnages. Et moi, je suis un sacré personnage. Et j'adore le remettre. Donc, en fait, c'est de traduire Harlan Coben, c'est ça, ce métier de producteur. C'est de ça. traduire Harlan Coben pour un public français. C'est ça, en exactement. injectant dedans la culture française. Exactement. Mais est-ce que c'est pas un paradoxe quand on est soi-même quelqu'un qui représente la diversité, qui est pas très bien représenté, voire pas du tout en France, d'être celui qui traduit finalement pour les Français un auteur américain, et qui le rend même meilleur que ce que les Américains... Je dirais que c'est pas un paradoxe, ça devrait être un exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi qui représente la diversité, c'est de dire à quel point j'aime ma France, et c'est de dire à quel point justement je l'ai embrassé dans sa culture pour pouvoir réussir à traduire un auteur américain et le rendre français. Donc je trouve que c'est un bel exemple aussi d'intégration, et que c'est un beau modèle à reproduire, non pas que dans les fictions, mais aussi... je pense que je pourrais tout à fait faire ça pour des gens qui veulent rentrer dans notre secteur d'activité. C'est aussi réussir à leur donner les clés pour justement être adapté, pas à notre public, mais à notre clientèle, adapté à ce secteur. Donc, non, c'est même, vous m'ouvrez les yeux sur quelque chose que j'ai réussi à faire en fiction, et je pense qu'on peut réadapter à l'échelle de l'être humain. Est-ce que c'est pas finalement ce côté américain qui te rend finalement beaucoup plus libre? Parce qu'il y a eu du bluff, il y a eu du charme, être aussi en même temps un businessman, comme Harlan Coben, parce qu'au bout de 4 ans et demi, 5 ans, maintenant, Sidney Galland, c'est un patron comme les autres dans le système français. Je pense que comme je suis une éponge, et qu'effectivement, autour de moi, j'ai eu beaucoup d'Américains, effectivement, j'ai peut-être tout simplement piqué leur talent, et appliqué aujourd'hui à mon secteur d'activité. Donc oui, effectivement, il y a un petit côté à l'américaine,
Mais c'est aussi parce qu'on me laisse cette liberté. Je pense justement, aussi... l'émancipation, ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui ont cru, C'est ça, c'est exactement qui ça. ont investi. C'est Il y exactement a ça. Alliance Entreprendre qui a Tout à investi. fait. C'est Parce qu'il y a Natixis. tous ces partenaires qui, à un moment donné, disent Sidney Galland, on croit à ce qu'il fait, TF1, les grandes chaînes françaises. Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel dans ce parcours-là par rapport au secteur? Ce qui est d'exceptionnel, c'est que je suis un des derniers indépendants. Et que ces gens-là, ces grosses boîtes qui investissent, on parle de millions sur mes épaules, c'est une belle reconnaissance de dire pourquoi ils le font. Et qu'est-ce qui les rassure? Je ne sais pas. Mais je pense que c'est tout simplement l'expérience d'avoir déjà travaillé avec eux. Et deuxièmement, c'est comme avec Harlan Coben, quand les autres auteurs se disent, si Harlan Coben l'a fait avec lui, c'est qu'il ne doit pas être mauvais. Si Jean-Pierre Ducéo lui a fait confiance, si Jean-Luc Azoulay lui a fait confiance, si Dominique Delport lui a fait confiance, je pense que c'est aussi ce que se disent les chaînes. Maintenant, j'ai toujours besoin d'une association fougue, expérience, pour pouvoir continuer cette aventure d'indépendant, parce que il y a aussi quand même un côté chez Sidney Galland de Make It Happen Studio, qui est un peu un poisson pilote, voire un électron libre, et il faut toujours rassurer. Rassurer, ça veut dire savoir s'associer quand il y a de trop gros risques. Donc avoir des collaborateurs de très très haut niveau. Des coproductions. Des coproductions. Moi j'arrive, c'est comme si aujourd'hui j'étais un hub. Il y a certains projets que je peux faire 100% tout seul, et c'est pour ça que je me suis mis sur les coproductions internationales, et comme je l'ai cité tout à l'heure, là en l'occurrence, j'ai un gros studio US qui m'accompagne sur mes 2 plus grosses coproductions. Donc ça rassure aussi les chaînes, c'est qu'ils se disent, on sait que Sidney va réussir à protéger notre ADN, et donc notre uniqueness, entre guillemets, notre exotisme, et de l'autre côté, on sait qu'il va nous délivrer quelque chose de qualité, parce qu'il est accompagné d'un gros studio qui a pignon sur rue. Donc j'essaie toujours, c'est simple, vous donnez la même recette à tout le monde, on fera pas le même 4 quarts. Par contre, moi si je prends les meilleurs ingrédients, alors ça sera un 4 quarts de luxe, et c'est ce que je tente de faire. La directrice de la fiction de TF1 à l'époque. C'est la 3e personne. Ouais. C'est rigolo. Voilà, c'est-à-dire Marie Guillaumont. D'ailleurs, je vous ai cité mon parcours, hein, c'est simple, là, j'ai Dominique Delport, et là on bascule sur une femme, c'est ça qui est génial. Oui. C'est-à-dire j'ai eu Dominique Delport, Harlan Coben, Jean-Pierre Ducéo, Marie Guillaumont. Marie Guillaumont, c'est... déjà, c'est marrant parce qu'on peut même citer les parcours des gens. Je citais Jean-Pierre, il a un parcours particulier, c'est pour ça qu'on s'est entendu. Marie, elle a un parcours exceptionnel, c'est pour ça qu'on s'est entendu également. Et Marie, elle m'a fait immédiatement confiance, sauf en me mettant un défi sur la table. C'est-à-dire qu'on va au bout de ce qu'on raconte. Et là, pour ça, franchement, ma vie n'aurait pas été la même si elle n'avait pas été nommée directrice de la fiction. La pauvre, ça n'a pas été facile parce que j'ai mon caractère. Et je pourrais te dire, si c'était elle qui se faisait interviewer, le poste, ça n'a pas été facile parce que j'ai mon caractère. Donc, pour moi, c'est une personne importante parce que c'est un risque, c'était même un risque pour son poste. C'est-à-dire qu'elle était passée de directrice adjointe de la fiction à directrice de la fiction avec ce premier projet. Voilà. Donc, et je pense que j'en avais pas conscience le jour où on l'a fait. Par contre, le jour où on l'a diffusé et quand il y a eu le succès, voilà, on s'est fait un check. On s'est rencontrés au Festival de la Fiction de La Rochelle. De La Rochelle. Et à ce moment-là, c'était éclatant la façon dont vous travailliez ensemble. Ça m'avait frappé. C'est-à-dire qu'on voyait qu'elle arrivait dans un poste qui était un des plus exposés de TF1. Elle avait fait ce pari, comme on peut faire quand on a un nouveau poste, avec quelqu'un qui est hors norme. Tous les risques alignés les uns derrière les autres. Complètement. Et avec le recul, est-ce que c'est pas elle la personne la plus importante, finalement? Mais franchement, oui. Je vais être très honnête. En plus, ça me donne l'émotion parce que elle m'a engueulé sur le point de, mais tu te rends compte? Et c'est vrai que moi, je suis un peu fougueux. Je me rends pas compte des risques. Je n'ai pas l'expérience qu'elle a et ses responsabilités. Donc, moi, j'étais dans une période où j'avance, sans me rendre compte qu'il y en avait certains, mine de rien, qui m'avaient ouvert des portes. Et pour m'ouvrir ces portes-là, ils avaient pris quelques risques. Et voilà. Et sur ça, si. Je la remercierai jamais assez. Et en l'occurrence, revenons sur la diversité. On a quand même une femme. On a quand même un jeune garçon pas forcément diplômé ou adapté à ce milieu. Et en plus, issu de la diversité, là, c'était la combinaison parfaite. Comme quoi, ça peut être aussi la recette du succès. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'était peut-être la seule capable de prendre le risque. Complètement. Et qui avait en même temps suffisamment confiance en elle et en cette formule tout à fait originale par rapport au reste. Exactement. Justement, sur la diversité, il y a quelque chose qui m'a frappé quand j'étais sur Google. Il y a toujours des personnalités, des minorités, et quand on voit les photos et qu'on tape Sidney Galland, on voit toujours la seule diversité de la photo, c'est Sidney Galland. C'est impressionnant sur Google. Ce sentiment que moi je connais aussi, c'est d'être le seul noir dans la salle, ou la seule personne issue de la diversité dans une salle ou sur une photo. Est-ce que c'est un poids, ou est-ce que c'est un fait
avec lequel on vit tout simplement. Alors, ça va surprendre, mais c'est un fait avec lequel on vit. Moi, vraiment, je dis toujours, je suis né à Bondy, élevé à Toulouse. J'ai toujours été élevé sans différence sociale, mais pas de différence ethnique. Ce qui veut dire que là, aujourd'hui, dans ce milieu, finalement, ça devient presque un atout, mais de temps en temps, un atout dérangeant. Parce que parfois, c'est un atout nécessaire pour certaines personnes. C'est un alibi? Ouais, parfois. Mais je ne le ressens pas comme ça. La chose qui me plaît, moi, quand on tape Sidney Galland et qu'on voit que Sidney, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on tape Sidney Galland, on se dit, ah, c'est possible. Donc moi, je le vois comme ça. Je me dis, regardez. Rôle modèle, comme exactement. Si je peux être, inspiré, donner envie. Tout à fait. Donc c'est ça que je vois, moi, quand je suis le seul, mais c'est vrai que, ouais, c'est vrai on a beaucoup parlé, dans les années 2000 des écrans pâles. Mais il y a aussi une pâleur dans les métiers. C'est-à-dire que dans les instances de décision, dans les chaînes, et chez les producteurs, il y a finalement peu, voire pas du tout de diversité. Ce qui est frappant dans ce que toi tu produis, c'est que finalement, il n'y a aucun acteur non plus. Je me trompe peut-être, mais je crois qu'il n'y a aucun acteur qui soit dans les fictions qui ont été produites par Sidney Galland de la diversité. C'est un choix des chaînes, ou c'est finalement une manière de chercher sa propre crédibilité en disant, moi, je suis capable de faire tourner les plus grands acteurs. C'est très juste et à la fois faux. Alors, c'est que j'ai subtilement réussi à donner un premier rôle à un acteur issu de la diversité. Oui. Et d'ailleurs, c'est passé inaperçu. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on ne cite pas à savoir Jimmy Jean-Louis, oui. qui était le héros de ma deuxième série d'Arlan Coben. D'accord. Deuxième chose, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, je dis toujours qu'avant d'être un producteur noir, je veux être un producteur. Donc ma priorité était de dire, je suis capable de produire comme tout le monde, et ne me mettez pas dans la case de faire des sujets pour les gens de ma condition, parce que c'est une phrase que j'ai beaucoup entendue. Donc aujourd'hui que je suis respecté en tant que producteur, je peux me permettre de faire ce que je veux. On me dit pas ce que je dois faire. Par contre, à moi, et c'est pour ça que je disais en tout début d'interview, à moi aussi, d'être force de proposition. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de diversité, on n'a aucune chaîne ou aucun réalisateur qui nous dit non, n'embauche pas telle ou telle personne. Ils nous disent juste j'aime pas. Donc à nous aussi d'être force de proposition. Et pourquoi il n'y a pas de Viola Davis en France? Quelqu'un qui est un acteur ou une actrice qui à un moment donné s'émancipe et qui prend les rênes, à la fois à travers une société, à travers des groupes de gens comme Shonda Rhimes, pour écrire, porter des histoires qui sont des histoires en fait universelles, qui peuvent être incarnées par tout le monde. Pour moi, il y a eu des tentatives, hein, il y a des Franz Zoda, Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas les tuyaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est aux États-Unis où il y a une vraie, on va dire diaspora, il y a une vraie volonté de s'adresser à une certaine tranche de la population, et cette tranche de la population est assez moderne, j'ai envie de dire, et donc n'est pas uniquement fermée, c'est pas du communautarisme. Finalement, elle inspire aussi des gens issus de différentes nationalités. Nous, en France, on a encore un peu de mal à inspirer, ce qui veut dire que derrière, on attire moins les chaînes, on attire moins les écrans publicitaires. Donc la vraie difficulté, c'est pas l'envie de pouvoir porter ces projets, c'est l'endroit où ensuite ils vont être exposés, et il n'y a pas de marché aujourd'hui. Donc il faut peut-être créer le marché, il y a la demande, mais il faut aussi créer le marché, parce que qui est-ce qui fait j'ai envie de dire, la télévision d'aujourd'hui? Ça va être les plateformes. Regardez par exemple, sans taper sur Netflix, mais Netflix, ils ont créé une case qui est qui est ethnique. Cette case ethnique, ça veut dire qu'il faut faire des productions qui s'adressent à. C'est très compliqué. Moi, je trouve que c'est très compliqué de faire ce genre de choses. Les chaînes de télé, ils l'ont pas fait parce que je pense qu'il y a de quoi se faire taper sur les doigts. Mais il y a une vraie difficulté finalement à attirer un public large autour de ces sujets. Donc, je pense que le travail il doit être fait à ce niveau-là. Il y avait une chaîne spécifique qui s'appelait François, mais pareil, on vient de dire spécifique. Il faut juste arrêter la spécificité et essayer de faire en sorte que tout soit au même niveau. Mais si on pousse le paradoxe, pourquoi quand on passe des séries américaines, on trouve ça normal d'avoir un médecin noir dans Dr House, qui est second rôle finalement derrière Dr House, et pas dans les séries françaises? Ça va être horrible ce que je vais dire. Oui. Ça me ressemble. C'est parce que je fais américain. Et qu'américain, c'est classe, c'est moderne. Il y a un truc tout bête, c'est que le noir américain, c'est Michael Jordan, c'est Michael Jackson, c'est cool. C'est des légendes. Voilà. Le noir français, il y a un petit côté, c'est moins shiny. Et je pense que pour le public l'accepte moins. Et moi, souvent, avec mon prénom Sidney, les gens me prennent pour un Américain. Et donc, je deviens cool. Et c'est ça qu'il faut réussir à faire avec le noir français, avec le noir africain. Il y a un petit côté, on accepte le noir américain, mais pas l'autre. Et ça, c'est un peu dommage, je trouve.
Mais pourtant, dans les hôpitaux aujourd'hui, il y a plein de médecins, de responsables. On voit dans la vie Tout à fait. ces personnalités qu'on n'arrive pas à faire briller. C'est presque de leur faute, apparemment. Ils sont Non. pas assez shiny. C'est que dans nos discours, nous, on les met pas en avant. C'est-à-dire que vous allez voir un documentaire américain sur le médecin de la clinique, et bien tout d'un coup, on va le mettre en avant. On va aller faire des documentaires où tout d'un coup, il va être porté. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes aussi les messagers c'est nous qui créons cette enveloppe, qui donne envie, justement, de lui ressembler, qui donne envie de le regarder. Et là, en l'occurrence, je trouve qu'on ne fait pas assez ça. Dans la fiction, c'est simple, c'est des histoires qu'on invente dans le flux, le magazine. On a peu d'animateurs, on a Harry Rosenmark, mais on a peu de gens qui aujourd'hui sont mis en valeur et qui pourraient donner envie qu'on leur ressemble. Et c'est ça aujourd'hui qui manque, je pense, et c'est pour ça qu'on a une vraie différence entre l'américain shiny et le français. Je parle français parce que je suis français, et le français que finalement on a presque honte à montrer. Bon, voilà, terne, c'est exactement ça, c'est terne. Moi, encore une fois, je suis derrière, je suis pas devant la caméra, mais c'est comme vous le dites, hein, quand vous tapez Sidney Galland, il y a un petit côté Sidney l'américain. C'est presque stratégique. C'est que juste qu'à un moment donné, moi, j'ai envie d'inspirer. J'ai envie qu'il y en ait d'autres comme moi. Donc, j'ai envie que ça donne envie, justement. Mais est-ce que c'est pas aussi du côté de ceux qui décident? Parce que finalement, Harlan Coben, quand il décide de faire confiance à Sidney Galland, il a parfaitement conscience que Sidney Galland a fait un coup de bluff. Mais juste Sidney Galland sur son caractère. C'est ce qu'il dit dans les interviews. Il dit il a quelque chose dans le ventre, ce gars-là. Et ça, est-ce que c'est pas ce qui manque finalement à notre système? Je pense que oui. Mais il manque l'accès. Moi, j'ai eu accès à Harlan Coben. Finalement, les décideurs, je pense qu'ils sont plus enclins à faire des coups, à accepter des coups comme ça. Mais moi, j'ai dû, c'était un chemin de croix pour accéder à Harlan Coben. Je pense qu'il manque l'accès aux décideurs. Oui, effectivement. Parce que les décideurs, c'est eux qui ont la main pour ça. Moi, ça m'a fait penser à cette phrase de Martin Luther King. My four little children will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Est-ce que c'est pas finalement ça ce qu'a fait Harlan Coben? C'est de dire, ce qui compte, c'est pas la couleur de la peau de Sidney Galland. Ce qui compte, c'est son caractère. C'est exactement ça. Et pourquoi on n'a pas plus de gens comme Jean-Pierre Ducéo, comme Delporte, comme tous ceux qui ont été cités aujourd'hui? Très honnêtement, je pense qu'on les a, mais qu'on n'a pas accès à ces gens-là. C'est vraiment ça. Je pourrais même vous citer un Gilles Pélisson. Un Gilles Pélisson, un africain, c'est des gens qui adorent qu'on les bouscule, c'est des gens qui adorent ce type de fougue et de caractère. Mais sauf que il faut être filou pour y accéder. Et je pense que c'est l'accès à ce genre de personnes qui manque. Parce que vraiment, des Jean-Pierre Ducéo, des Marie, il y en a, vraiment il y en a. On les met peut-être pas au bon poste, voilà, mais vraiment il y en a. Et je pense aussi que les décideurs, et là on va un petit peu plus haut, devraient justement mettre à des postes comme ça des Dominique Delporte, des Jean-Pierre Ducéo. Ça se décide à certains endroits, mais on devrait y penser. Et en l'occurrence, à France Télévisions. En tant que Français, j'ai eu l'impression, là aussi en regardant les réseaux sociaux, que Black Lives Matter, ça avait été un petit choc. Oui. Pourquoi? Parce qu'au final, souvent, moi je suis issu d'une famille un peu métissée. Quand j'ai construit une famille métissée. Et dans cette famille métissée, il y a le petit côté « Oh, mais ça, toi tu le vis pas. Oh, mais ça te concerne pas. » Et en fait, on se rend pas compte. Ces gens ne se rendent pas compte du racisme du quotidien. C'est vraiment, quand tout à l'heure on disait « Oh, tu t'y accommodes. » J'y m'y accommode sans problème. Mais ça veut pas dire que je ne le vis pas. Et moi, j'ai fait toutes les strates. J'ai été de quartier, vraiment, à l'époque des émeutes à Toulouse où voilà, il y avait quelques soucis avec la police. À Paris, j'ai été, allez, on va dire victime, parce que moi je suis quand même la bonne victime. Voilà, je passe bien. Donc j'ai été victime, j'en suis toujours bien sorti, mais il y a un petit côté où je me rends compte que... Victime de quoi, pardon? Victime de ma couleur de peau. D'accord. Voilà. Discriminé, raciste. Voilà, mais même dans les médias... Hein, mais sauf que pour moi c'était rien. Mais avec le recul, je me dis j'ai pas le droit moi d'avoir cette chance-là et d'être là où je suis aujourd'hui et finalement de pas faire porter ma voix à mon petit niveau, mais de faire porter ma voix parce qu'aujourd'hui moi j'ai gravi les échelons et ma voix elle va avoir peut-être un petit peu plus de poids que d'autres. Et donc sur le Black Lives Matter, c'est juste, il y a un moment donné, c'est la vie de mes compatriotes pour moi, elle a une importance. Et donc la vie de mes compatriotes en fait au final c'est aussi la vie de ma mère. Réfugiée politique haïtienne qui est arrivée en France, et donc juste raconter nos histoires, aussi juste de raconter notre quotidien, de montrer à quel point aujourd'hui il y a peut-être un équilibre qui n'existe pas. Moi j'ai l'impression que c'est aussi porter ma pierre à l'édifice, et le Black Lives Matter dans ce sens-là, moi il m'a particulièrement touché, il m'a particulièrement concerné même je vais dire, concerné. Donc en 2005, l'accueil des émissions de Chien, 15 ans après,
la tête d'une boîte de production internationale finalement, tout en étant indépendant. Dans 15 ans, c'est quoi l'objectif en 2035 de Sydney? En 2035, c'est de voir plein de petits Sydney. Non, mais très honnêtement, en 2035, je sais pas, parce que moi, j'apprécie et j'embrasse le quotidien. Présent. Voilà. Le futur, il est, j'ai jamais vécu en fait, moi, c'est simple, j'ai peur de demain. Je trouve qu'une journée ne dure pas assez longtemps. Parce que j'apprécie ça chaque jour, sans forcément faire des plans de carrière. Et c'est peut-être pour ça ma fougue. C'est parce que moi, c'est les obstacles les uns après les autres. Je planifie pas. Je suis pas quelqu'un qui planifie. La seule chose que je fais à un moment donné, c'est juste que j'ai des objectifs. Mon objectif, il est de dire j'ai atteint la fiction française. Il faut que j'atteigne la fiction internationale. Mais il y a pas de poste, il y a juste des envies de projet, des envies de raconter des choses. J'aspire juste à être heureux. Moi, c'est vraiment une chose toute bête. C'est que mon quotidien soit agréable. C'est que ça. Et aujourd'hui, de se dire que je suis payé pour rêver, c'est quand même juste génial. Mon job, c'est de faire en sorte qu'un rêve devienne réalité et on me paye pour ça. Voilà, c'est dans 15 ans que ça continuera. Ça continue. Ça continue. 50 ans avec des rêves dans la tête. C'est exactement ça. Et surtout, si je peux être un faiseur de rêve, qui n'a pas rêvé de pouvoir distribuer du rêve, c'est en l'occurrence le métier de producteur, je pense. Merci Sydney. Avec plaisir. Merci beaucoup.